Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans 52 minutes avec. Cela fait plus de 25 ans que notre invité d'aujourd'hui navigue entre romans, récits, essais et théâtre. Mais avant, il a été journaliste puis rédacteur en chef de l'hebdomadaire Tel Quel et directeur de publication de l'hebdomadaire Nishan. Le journalisme mène à tout, à condition d'en sortir, pour reprendre la phrase devenue culte du journaliste français Jules Gabriel de Janis. Comment notre invité en est-il sorti? Pourquoi? Nous essaierons de le savoir au cours de cette émission. C'est un écrivain, dramaturge et chercheur qui doute en permanence, qui prend des risques, un intellectuel qui croit en la beauté de la complexité des hommes et des lieux et qui passe son temps à essayer de contourner les pouvoirs et les cadres qui nous empêchent de rêver et de créer. Il n'écrit pas pour paraphraser Brecht, pour montrer la voie, mais pour esquisser toutes les voies possibles. Notre invité a publié entre autres des romans et des récits dont nous citerons ici Ma boîte noire, L'homme descend du silence, Au détroit d'Averroès, des essais comme Errance critique, Métier d'intellectuel, dialogue avec 15 penseurs du Maroc, coécrit avec Fatma Etmous, et plus récemment en 2021 Les sentiers de l'indiscipline. Et il y a quelques mois, un roman intitulé Texture du chaos aux éditions Le Fennec. Dramaturge, il a publié Pas de mémoire, Mémoire de pas, Le sein des incertains, la pièce de théâtre Il ou encore N'enterrez pas trop vite Big Brother. En 2013, 180 degrés. En 2014, Le Match. En 2017, Ibabel. Et en 2019, c'est, oui, Ibabel en 2019. Notre invité a reçu de nombreux prix, dont le prix Grand Atlas pour l'essai Métier d'intellectuel, dialogue avec 15 penseurs du Maroc, coécrit avec Fatma Etmous, le prix du meilleur texte pour Pas de mémoire, Mémoire de pas, au Festival international de théâtre de Sibiu en Roumanie, le prix du meilleur texte pour Il au Festival international de théâtre de Constantine. Il a aussi été l'un des 6 lauréats en 2011 du concours des meilleurs dramaturges africains pour sa pièce Le Match par Arterial Network National Studio Théâtre de Londres. Il a aussi été sélectionné en tant que dramaturge arabe par Marseille Provence 2013 pour l'écriture de sa pièce N'enterrez pas trop vite Big Brother, nominé pour le prix du meilleur dramaturge francophone par la Maison des auteurs, la SACD. Notre invité, Idriss Ksikes, un homme à l'initiative de plusieurs projets de promotion de l'art et de la culture et au cœur du débat culturel dans la cité. Il est cofondateur des rencontres d'Averroès à Rabat, du collectif du Vivre Ensemble, Houdoud ou encore de la chaire Fatima Mernissi est membre du comité scientifique du CODES RIA, principale structure d'appui de la recherche en sciences sociales en Afrique. Il est aussi l'un des initiateurs des rendez-vous de la philosophie. Bonsoir et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, une fois n'est pas coutume, nous allons commencer par la fin, qui est finalement aussi le début, puisqu'il s'agit de votre dernier livre. Je vous propose de parler de votre dernier livre dont on va voir la couverture, Texture du chaos. Une œuvre avec comme personnage central une ville et pas n'importe laquelle, la ville de Casablanca. Pourquoi un livre sur Casablanca, puis qui fait un petit peu penser à 1984 de George Orwell. Est-ce que c'est dans la même veine et pourquoi Casa? D'abord, Casa, c'est ma ville. Je suis né à Casa, j'ai grandi à Casa, j'ai fait mes études, une grande partie de mes études à Casa. Je reviens toujours dans cette ville. C'est une ville qui m'habite. Je crois que pendant très très longtemps, dans plusieurs de mes textes antérieurs, de mes textes surtout romanesques et récits, que ce soit dans Ma boîte noire, dans L'homme descend du silence, et même dans Au détroit d'Averroès, Casa était là, d'une certaine manière. Et c'est comme si, en fait, ce projet a été à chaque fois reporté, de dire, mais comment peut-on écrire de la littérature à partir de sa ville? Voilà. Oui. Et bon, j'ai fini par sauter le pas. C'était pas évident. Alors, dans ce roman, qui est un petit peu entre fiction, critique sociale, et puis dystopie, c'est pour ça que j'ai cité George Orwell, 1984, celle d'une ville, Casablanca. Vous nous invitez à pénétrer dans les pensées d'un enseignant d'histoire-géographie à la retraite, qui s'assoit chaque jour dans un parc
fameux parc de la Ligue arabe, au même bon, et puis qui lit le même livre, celui des villes invisibles d'Italo Calvino. C'est un homme qui ne reconnaît plus sa ville, qui regarde les gens passer, qui essaie de comprendre. C'est vous? Pas forcément, non. C'est un... Vous savez, moi, je suis attaché par loyauté à des personnes qui m'ont marqué. C'est un clin d'œil à, disons, 2 ou 3 de mes enseignants qui m'ont marqué. Et il est là parce que les gens ont vu quelque chose complètement être chamboulé dans leur ville et il est là pour essayer de les aider à comprendre. Et des gens, et donc à travers lui, qui est une sorte de conteur, qui est une sorte de conteur à la Hlayqi, hein, Oui. eh ben c'est à travers lui que se tissent les fils de plusieurs histoires. Oui, Voilà. oui. Et moi, bon, le parc de la Ligue arabe, c'était un de mes repères. Oui, c'est un peu... Un de mes repères, jeune, avec beaucoup de mes amis. Et je voulais aussi rendre hommage à un des rares lieux paisibles de paix au cœur de cette ville chaotique, bétonnée, Oui. de plus en plus détruite par disons, les lobbies de l'immobilier, les spéculateurs fonciers, et dans laquelle les jeunes ont du mal à trouver de l'espace, que ce soit des espaces verts comme celui-ci, ou bien des espaces culturels, ou des espaces pour respirer. Et pour s'approprier leur ville aussi. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous êtes né à Casablanca, c'est à la fin des années 60, début 70. Oui, début 68, oui. Oui. Qu'est-ce qui a changé en 50 ans? Aujourd'hui, cette ville, dans votre livre, vous la qualifiez, vous dites, vous lui enlevez même le titre de cité, vous dites que c'est une ville de brigands et de clowns. Ou bien c'est le personnage qui le dit, ou bien c'est le narrateur. Pourquoi? Une ville de brigands et de clowns, c'est quelque chose que dit l'artiste Zied. Oui. Mais disons que c'est une... Vous savez, c'est ce qui se passe pour toutes les métropoles. Toutes les métropoles qui n'ont pas eu de plan d'aménagement sérieux, qui n'ont pas pris le temps d'intégrer la population dans leur évolution. Oui. Et Casablanca, comme vous le savez, est une ville qui a grandi très vite. Ça veut dire 1907, c'est la construction du port. Et bien sûr, on oublie que Casa a une histoire. Elle a été détruite, elle a été reconstruite, etc. Moi, j'aime beaucoup cette image que reprend un artiste dans le livre, cette image que c'est une ville qui est presque incroyable parce qu'elle a cette image de luxure, c'est cette femme blanche, luxuriante, qui est accueillie par un homme au burnous qui vient du Soud, qui est un saint. C'est le lien entre la femme luxuriante et cet homme supposément pur. Oui. C'est ça l'image qu'on oublie de comment Casablanca s'est construite. Mais cette recherche de la luxure, cette recherche ce désir de développement frénétique de la ville a été tellement vite et il n'a jamais été pensé sérieusement. Il a été pensé au niveau sécuritaire lorsqu'il a fallu quadriller la population, mais jamais pour intégrer les gens, jamais pour créer des espaces culturels, et jamais pour penser le vivre ensemble. Alors, au-delà de l'aspect urbanistique, parce qu'on a vu tout à l'heure des bâtiments, parce que c'était un laboratoire d'architecture, on sait que les plus grands architectes, c'était un laboratoire d'essai, il y a des immeubles magnifiques, comme ici, là. Les gens ont été, comme je disais, dépossédés de leur ville parce que le centre a été déplacé, on ne sait plus où est le centre, il y a une perte totale de repères, et puis la ville devient aussi underground. Alors, je voudrais nuancer un peu les choses pour dire, moi je ne suis pas là pour dénoncer quelque chose.
Non, c'est un roman. C'est un roman dans lequel vous avez en même temps des moments agréables, des moments stressants, des moments dystopiques dans lesquels on est vraiment dans le cauchemar. Donc on a de tout là-dedans. Mais j'aimerais m'arrêter sur le terme laboratoire. Effectivement, Casablanca, depuis le début, a été un laboratoire. On a voulu en faire la Californie. C'est le laboratoire de l'Art déco. C'est le laboratoire du bidonville. Et dans le roman, c'est le laboratoire du chaos. Oui. Alors, vous avez envoyé une seule photo de vous, enfant, qu'on va voir ici. C'est juste pour faire le lien avec votre enfance à Casablanca. Vous n'êtes pas très photo, vous n'êtes pas très objet, mais bon, vous étiez heureux à l'époque à Casablanca. La ville, c'était votre ville. Vous sentiez que vous aviez vos repères, vous aviez vos coins. Exactement, oui. J'ai grandi dans le centre-ville de Casablanca, Mère Sultan, rue d'Agadir. Là, c'est un studio très connu à l'époque parce qu'on le reconnaît par ce fond. C'est un studio qui n'est pas loin en janvier, très très connu. Et c'est en même temps le lieu dans lequel on allait acheter les disques 33 tours. Dans laquelle j'allais acheter, et en même temps un bouquiniste chez qui j'allais acheter les livres d'Aix-Brayat et d'Agatha Christie, mais je parle de l'âge de 12 ans, où je commençais à lire des choses un peu... Voilà, donc c'est vraiment dans ce même espace. Le même espace, c'est une photo de classe, peut-être de rentrée de classe, ou ça peut-être... Non, c'est dans un studio, studio à côté de 11 janvier, mais certainement dans ce sens. Alors, Agatha Christie, les écrivains que vous lisiez vont vous marquer. Vous allez choisir de faire littérature anglaise, et après vous allez faire des études de traduction, et après vous allez tomber dans la presse écrite. Vous allez commencer par un journal, Libération. Vous avez passé quelques belles années. Après, ça va être tel quel, tant que rédacteur en chef et une chaîne, que vous a apporté, parce que c'était votre premier métier. Maintenant, votre métier, c'est intellectuel, mais enseignant. Bon, c'est le métier. Mais qu'est-ce que vous avez aimé dans le journalisme à l'époque? Parce que vous auriez pu faire traducteur. Pourquoi d'abord le journalisme et après, pourquoi l'avoir quitté? Alors, moi j'aimerais ici citer des personnes qui m'ont beaucoup aidé à m'autoriser à faire des choses. Je pense d'abord à Simon Lévy, qui était notre voisin et qui était le premier à m'initier à la politique et au journalisme et de m'expliquer ce que c'est alors que j'étais encore lycéen. Je pense à Mohamed Gass, qui... Je trouve que j'étais le premier journaliste, disons professionnel non partisan, qu'il a recruté à Libération. Parce qu'il fallait être de l'USFP, voilà. Sinon... Voilà, donc moi je ne l'étais pas. Et en même temps, j'ai une pensée à mon directeur, Bouchaïb Idrissi, le directeur de l'école de traduction, qui m'a dit, lorsque j'ai fini mes études de traduction, écoutez, M. Xikes, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de faire traducteur, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et donc, c'est presque une autorisation. Voilà, quelque chose qui m'a permis de m'autoriser à... j'ai commencé bien sûr à travailler dans la traduction, mais dès que le journalisme est arrivé, dès qu'il y a eu cette proposition de journalisme, j'y suis allé. Pourquoi? Parce que je pense que je suis attaché à l'écriture, d'abord. Mais je pense qu'il y a aussi un côté citoyen. Pour moi, le journalisme était un sacerdoce. C'est à partir d'une éthique de responsabilité de citoyen que je pensais l'importance du journalisme. Oui. Je pense qu'on en est un peu loin aujourd'hui. Je pense que ce journalisme qui était un devoir de quête de vérité, un devoir de partage d'informations nécessaires pour des citoyens pour comprendre où ils sont et pour essayer de ne pas être manipulés, est quelque chose qui... malheureusement, est en train de s'effilocher plus ou moins. Oui. En parlant de libération et en parlant, revenir sur votre livre, parce que dans votre livre, il est question de 81 et des émeutes du pain, qu'on appelait Chouhada Koumira, des émeutes violentes. Il y a, il y a une couverture devenue culte de Libération. Si on peut voir la couverture du journal Libération, je crois, avec grève générale. Oui. Avec une page blanche.
oui, toute la une était blanche. Et voilà. À l'époque, vous n'étiez pas encore, parce que c'est en 81, c'était les années 90. Voilà, ça ressemblait à ça. Bah oui, ça c'est Libération de l'époque qui était encore, encore un hebdomadaire. Oui. Nous, on était déjà un quotidien. À l'époque, le 20 juin 81, je suis collégien, je suis au collège de Mars. Oui. Et effectivement, il y avait les émeutes. Et dans le roman, dans Texture du chaos, effectivement, la question de 81, il est question d'un collège qui s'appelle le Collège de l'Univers. Dans son sous-sol, on retrouve des cadavres enterrés en 81 et Ouais. peut-être en 65. Peut-être, oui, en 65. Oui, Oui. parce que les manifs. Alors, il y a un lien, il y a un fil entre les livres, parce qu'il y a 81, il y a toujours des émeutes, les mouvements sociaux. Dont la texture du chaos, il y a 81, dont au détroit d'Averroès, c'est le 11 septembre, il est question du... non, c'est ma boîte noire. Dans ma boîte noire, il est question du 11 septembre, parce qu'il parle des kamikazes, et puis c'est Eros et Thanatos et tout ça. Et j'ai l'impression que les événements, les mouvements sociaux, parce que justement, ça vous pensez que le changement vient de la marge, vous inspire beaucoup, et ils sont beaucoup présents dans vos livres, autant que Casablanca. Moi, j'essaie d'écrire à partir de mon temps. Oui. Et à partir de mon temps, je n'écris pas mes livres en tant que journaliste. Je les écris avec vraiment un souci d'écriture et un rapport avec la littérature. Et la littérature, quand elle est dans ce dialogue permanent avec ce qui advient et en même temps ce qui est ancestral, oui. ce qui nous habite depuis longtemps en tant qu'être humain et en même temps ce qui, de manière incidente, nous touche, me semble créer une tension intéressante, un plaisir, parce que la littérature procure d'abord du plaisir. Mais le plaisir vient, pour moi, de ces tensions, vient de ces dialectiques comme ça, entre le dedans et le dehors, oui. Le ressenti et l'impensé. Je fonctionne probablement à partir de ces tensions-là et j'essaie de travailler à partir de là. Oui. Pour Casablanca, vous n'avez pas en lien direct avec Casablanca, vous parlez dans une de vos conférences, peut-être de la pensée écologique. Vous dites qu'il faut soigner le lieu où on habite. Voilà, Casablanca, aujourd'hui, est malade. Et pas que Casablanca. Oui, effectivement, je pense que la question de l'écologie, on ne pense pas suffisamment la question de l'écologie loin des clichés. Justement, les clichés environnementaux, c'est d'abord le lieu qu'on habite. Et soigner le lieu dont on habite, c'est se soigner. C'est être bien dans sa peau. Parce que le premier lieu qu'on habite, c'est notre corps. Et le premier lieu qu'on habite, c'est notre corps. Oui. Et après, il y a l'habitation, il y a la maison, il y a le quartier, il y a la ville, il y a le monde. Moi, je pense que c'est faire attention à aimer, à aimer ces enveloppes-là qui nous permettent d'être en paix, qui fondent notre humanité. Alors, quand vous avez quitté le journalisme, vous avez commencé, vous menez toujours plusieurs choses à la fois, mais au début, il y a eu le roman, mais il y a eu, on peut dire que c'était beaucoup plus le théâtre au début, beaucoup plus le théâtre qu'autre chose. Exact. C'est une histoire de famille, le théâtre ? Oui, probablement, bien sûr. Bien sûr, Nabil Hlou, mon oncle, a été et est quelqu'un qui m'a marqué. Sa pièce « Ophélie n'est pas morte », je me rappelle très bien, j'étais encore étudiant et je l'ai peut-être vu 10 soirées de suite, tellement j'étais subjugué par ce travail. Mais au-delà de cela, il y a mes lectures. J'ai beaucoup lu le théâtre avant d'aller essayer de
d'être comédien quand j'étais étudiant à l'université, mais j'ai tout de suite vu que j'étais un piètre comédien. Et je me suis dit que peut-être la seule chose que je peux faire, c'est un peu écrire au théâtre. Oui, c'est pas plus mal. Voilà. Alors, on va passer à une rubrique qui s'appelle l'objet, et on va découvrir l'objet que Driss Xiques a ramené avec lui. L'objet. Alors, l'objet que vous avez ramené, Driss Xiques, c'est un masque de théâtre. Il a un nom. Alors, c'est ce qu'on appelle un Janus. Un Janus, c'est en même temps un être qui voit dans deux directions. C'est en même temps ce qu'on appelle le passeur, ça veut dire celui qui ouvre vers l'inconnu. Et bien sûr, c'est un masque de théâtre, donc oui. c'est un masque de la duplicité. Oui. Alors, vous n'êtes pas, vous m'avez dit, très fétichiste, vous faites pas, mais vous collectionnez les masques de théâtre. Oui, avec mon épouse, Iman, nous sommes tous les deux des amoureux de théâtre. Oui. C'est le théâtre qui nous a réunis et l'une des rares choses que nous aimons collectionner un peu, c'est les masques de théâtre. Oui, alors, vos pièces, j'allais dire bizarrement, quand elles sont représentées au Maroc, sont regardées, sont suivies, parce qu'on dit que le public marocain se désintéresse de la culture, et surtout que ce sont en plus en langue française. Non, parfois, elles ont été en dérija, elles ont été aussi en dérija. Oui. Et donc, comme quoi, il y a un public. Parce que on a l'impression, moi l'impression que j'ai, que c'est que le théâtre, il y avait à un certain moment une dynamique des années 70, 60, 70, début 80. Et puis non, vous me dites, et puis c'est pas des pièces forcément faciles, c'est pas du théâtre de boulevard, c'est autre chose. Moi, je pense que le théâtre est une affaire d'énergie que nous produisons collectivement. Oui. Ça veut dire, à chaque fois, ça dépend des expériences. Hein. Avec Iman Zerwali, quand on l'a fait, elle a monté des pièces, et il y a un intérêt, ça en français. Quand on a avec Jawed Sounani, donc Daba Théâtre, oui, c'était en dérija. Daba Théâtre, voilà, oui. Daba Théâtre, c'était en dérija, mais il y avait une dynamique autour, il y avait une vraie dynamique autour. Je pense que le théâtre vit des dynamiques qu'il crée. On ne crée pas tout seul uniquement et après on vient, il y a une dynamique qui se crée autour. Et je pense que les gens sont curieux, mais il faut aller les chercher. Les gens n'iront pas naturellement au théâtre. Il faut aller les chercher. Moi, je trouve qu'on a essayé entre 2009 et 2012, 2013 avec l'Institut français à Rabat, on avait monté l'expérience de Théâtre citoyen et le Khbar Fil Masrah, le laboratoire Al Khbar Fil Masrah. On a d'abord installé une tradition de guichet avec un petit prix de 20 dirhams. Hein. Mais c'était tout le temps plein. Oui. Mais c'était en darija, oui. Surtitré. Oui. Et les gens venaient. Les gens venaient pourquoi? Parce qu'ils se sentaient concernés. Parce que c'était un théâtre dans lequel on a fait du théâtre à partir de faits divers, de ce qui se passe dans l'actualité. On a créé des ateliers d'écriture et nous avons permis, et donc il y avait des professionnels à chaque fois qui montaient les pièces, et les gens venaient, parce qu'ils se sentaient concernés. Tant que le théâtre est là pour parler aux gens, pour leur parler aux gens, non pas par mimétisme, de revoir ce qu'ils savent, mais au contraire, qui peut-être parfois par la métaphore, oui. Les amène à voir autrement ce qu'ils croient savoir, eh bien, ça les interpelle. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le public. Par contre, il ne faut pas non plus il faut ni l'abêtisser, il n'y a pas d'abêtissement, et il n'y a pas non plus le fait de le prendre de haut. Hein. Il faut, moi je dis toujours, on dit qu'il faut se mettre au niveau du public. Je trouve que c'est une très très mauvaise idée. Il faut mettre des coussins pour que les gens puissent monter l'échelle. Et monter l'échelle avec des coussins qui permettent aux gens d'être à l'aise leur permet d'apprécier plein de choses. Oui. Parce que les gens ont une intelligence en eux, mais il faut aller la chercher. Oui, oui. Et puis leur permettre de faire l'effort de rentrer, ne pas tout leur donner, mâcher, les abrutir. Alors, mais force est de constater que il y a 30 ans, il y avait beaucoup plus
de troupes de théâtre, toutes catégories confondues. Non, non, c'est pas votre avis. Non, pas du tout. C'est un ressenti. Ah oui, c'est un ressenti. Ce qu'il y a, c'est que il y a 30 ans, plus, il y avait peut-être plus de... Il y avait des figures du théâtre, voilà. oui, c'est ça. Il y avait des figures. Il y avait des troupes qui faisaient vivre leur spectacle plus longtemps. Aujourd'hui, il y a massivement plus de troupes. Même des troupes qui étaient amateurs sont devenues professionnelles et ont des subventions. Mais ce qui manque, c'est un travail de fond qui permet de faire vivre le travail, qui permet de le diffuser davantage, qui permet de créer aussi des espaces pour que cela se sache davantage. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on subventionne, les choses se font et ça passe et on ne s'en rend même pas compte. Oui, voilà. Oui. Cette photo, c'est à Avignon, ici? Alors ça, on est à Marseille. À Marseille parce que la pièce, c'est L'enterrez pas trop vite, Big Brother. C'est une pièce que j'ai écrite à la demande de Catherine Marnas. Donc Marseille-Provence 2013, elle lui avait demandé de choisir un dramaturge arabe. Elle avait lu quelque chose comme 250 textes et elle m'a choisi. On ne se connaissait pas. Et j'ai eu une résidence d'écriture à Avignon que j'ai faite en 2 temps et on a travaillé ensemble avec des comédiens de France et du monde arabe qui ont joué dans cette pièce. Oui. Elle a été jouée une fois au Théâtre Mohamed V. Malheureusement, elle n'a pas pu être jouée davantage au Maroc. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de public non, pas du tout. La salle était comble au Théâtre Mohamed V. C'est pas ça. C'est que c'est une pièce où il y avait 7 comédiens. Donc économiquement, c'est des pièces qui sont lourdes à faire bouger. Donc c'est toujours une affaire de budget. Donc c'est une pièce qui a tourné un peu en France et qui est venue au Maroc une fois. Oui. Mais le texte est publié. Texte est publié. Mais je crois que vous êtes l'un des rares, si ce n'est en tout cas pour cette résidence d'Avignon. La résidence d'écriture à Avignon. Il n'y en a pas des masses oui, la résidence. Des dramaturges arabes. Oui, il y en a quelques-uns. J'en fais partie. Avec une résidence à Villeneuve-les-Avignon, qui est un très très beau lieu, dans lequel on est mis dans des conditions extraordinaires. Mais ce qui est génial, c'était aussi le dialogue avec la metteur en scène, qui est aujourd'hui la directrice du Théâtre national de Bordeaux-Aquitaine, Catherine Marnas. Et on a eu un très très bel échange. C'est une pièce qui, au départ, était venue après 2011. Moi, je ne savais pas quoi écrire après 2011. Parce que le théâtre était dans la rue, donc c'était un peu compliqué. Et donc, c'était une première tentative. Il y a d'autres photos de représentation. Il y a la pièce Île. Est-ce qu'on peut voir la pièce Île? Ça, c'est le livre. On veut la pièce. On veut la pièce, la représentation, qui est sombre, avec des acteurs en pyramide. Ici, par exemple, avant de passer c'est ce qu'on appelle un bord de plateau après une lecture, une mise en espace du match à Chicago. Oui. Avec les comédiens. Le match, la pièce, le match. La pièce, le match, oui. Qui est une confrontation d'un père et d'un fils, au moment où il y a un match de foot de l'équipe nationale. Oui, c'est Oedipien et c'est ça? C'est le père qui tue le fils? Personne ne tue personne, mais en même temps... oui, mais métaphoriquement, quoi, je veux dire. Oui, mais en même temps, on déballe tout. En fait, c'est une pièce qui est inspirée au départ presque de la lettre au père de Kafka. Voilà, donc ça, c'est un moment d'échange après la représentation. Oui. Alors, voilà. Ça c'est la dernière mise en scène de Île à Paris. Effectivement, avec les masques, justement. Oui, avec les masques. On parlait des masques. Alors, dans votre avant-dernier livre, Les Sentiers de l'Indiscipline, dont nous avons parlé sur ce plateau même, nous avons beaucoup parlé du rôle d'intellectuels et des intellectuels et du pouvoir de la marge. L'intellectuel comme métier, avec sa mission, son sacerdoce. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui nos intellectuels, en tout cas la majorité, de l'exercer comme il se doit? Qu'est-ce qui les empêche? Parce que déjà le théâtre, quand on parlait de théâtre, j'ai oublié, il faut beaucoup de liberté pour faire du théâtre.
S'il n'y a Oui, pas de oui, liberté, ben, on ne peut pas faire de théâtre. Évidemment, sans liberté, sans une acceptation de la pluralité et de formes d'expression, on ne peut pas avoir de théâtre, c'est évident. Alors, je voudrais revenir à cette formule de métier d'intellectuel qui est le titre de notre livre avec Fadma Aitmous. Quand on parlait du métier d'intellectuel, on parlait en même temps du métier dans le sens du métier physique, le métier à tisser, hein, le métier à tisser, là où on met l'ouvrage, on met l'ouvrage. Donc on est allé chercher presque l'arrière-boutique à partir de laquelle on forge son travail. Hein, c'est là où il y a le métier à tisser. Et en même temps, cette idée effectivement de métier dans le sens de fonction. Hein, de fonction. Oui. Et au fait, la question qui se pose à nous, c'est quoi l'intellectuel? Moi je dis, dans le sens que lui donne Edward Said, c'est celui qui s'occupe de ce qui ne le regarde pas. Ça veut dire, au fait, il y a ce qu'on appelle le métier, l'intellectuel spécifique. L'intellectuel spécifique, c'est celui qui s'occupe de ce qui le regarde. Ça veut dire, il est chercheur, il travaille sur ça, eh ben, il ne travaille que sur ça, et peut-être il ne parle pas de ça uniquement dans sa classe, mais il en parle aussi à l'extérieur. Oui. Mais moi, je pense que c'est insuffisant dans des contextes comme les nôtres, dans lesquels il y a encore un travail de construction de la cité, de construction d'un sens de ce que nous pouvons construire ensemble. Il y a lieu d'aller de ce qu'appelle Edward Said des intellectuels amateurs, ça veut dire s'occuper de ce qui ne le regarde pas, et donc, à partir de là, créer des espaces dans lesquels on échange, on interroge. Mais moi, je suis très sceptique par rapport à l'idée de l'intellectuel tribun qui croit détenir la vérité. Pour moi, l'intellectuel tribun qui croit détenir la vérité est comme l'imam. C'est la même chose. Donc je préfère un intellectuel sceptique qui doute, qui fait douter, et qui aide à se poser les bonnes questions parfois. Mais ça peut être un connecteur. Voilà, et c'est dans ce sens-là que je trouve qu'il y a un travail à faire. Peut-être que les gens sont pris peut-être par l'expertise, parfois, la posture d'expert. Les gens peut-être sont pris par la cooptation du pouvoir, d'autres formes d'aliénation qui ne leur permet pas d'avoir cette disponibilité, parce que ça demande du temps. Oui. Est-ce qu'on peut voir la photo, pas celle qu'on vient voir, celle d'avant, où, voilà, vous m'avez envoyé cette photo. Pourquoi? Vous êtes où ici? Je suis à côté de mes amis Zakaria Qadiri, Fadma Aitmous, Salahuddin El-Maïzi, qui m'ont invité à rencontrer des étudiants, des doctorants, des étudiants de master à la faculté Ain Chouk pour parler de l'indiscipline. Et moi, ça m'a fait énormément plaisir parce que je revenais à ma faculté de départ, là où j'ai eu ma maîtrise en littérature anglaise et américaine. Oui. Un peu, presque un quart de siècle avant. Oui. Voilà. Alors, justement, vous parlez, je vais revenir dans les sentiers de l'indiscipline, parce que c'est important comme on parle de création. Dans quelle mesure, justement, l'art peut-il être considéré comme une discipline? Et est-ce que la liberté de créer ou d'écrire passe forcément par une certaine discipline pour ensuite maîtriser, pour pouvoir s'émanciper de cette discipline? Parce que des fois, on comprend mal l'indiscipline. Vous avez raison, vous avez raison. Moi, je le dis toujours, je le rappelle que moi, pour écrire ce livre sur l'indiscipline, pendant des années, je me suis levé à 6 heures pour écrire jusqu'à 8h30 tous les jours. Donc, c'était une discipline à laquelle je me suis astreinte pour écrire ce livre. Il y a je pense qu'il ne faut pas opposer la discipline et l'indiscipline. L'indiscipline, ici, est un potentiel permanent qu'on développe. Mais ce potentiel, pour le développer, il faut accumuler probablement par la discipline. Hein? Il faut suffisamment accumuler par la discipline pour arriver à s'indiscipliner. Oui. Mais s'indiscipliner uniquement par le désir, uniquement par la pulsion, peut être fébrile. Oui. Mais s'indiscipliner en connaissance de cause,
s'indiscipliner comme une posture de quelqu'un qui comprend pourquoi il sort du cadre, pourquoi il fait le pas de côté. Oui. Parce qu'il comprend la complexité, parce qu'il comprend les manipulations, parce qu'il comprend les assignations. Oui. Et à partir de là, il sait qu'il doit élargir le cadre. Oui. Voilà. C'est de cela qu'il s'agit, et cela nécessite un travail sur soi d'abord. Oui. Voilà. Alors ça rejoint, parce que vous en avez parlé dans une conférence, dans un écrit, vous avez donné l'exemple des musiciens de jazz. Oui. Quand on entend les musiciens de jazz, on a l'impression qu'aucune note ne ressemble à l'autre, aucune représentation ou morceau joué n'est rejoué de la même façon, ils se permettent toutes les libertés, il y a des notes de... Mais avant, c'est des gens qui ont maîtrisé tout le répertoire classique pour arriver à faire ce pas justement de côté et sortir du lot. Exactement, c'est un peu ça. Exactement, et je pourrais dire aussi qu'au théâtre, on parle d'improvisation, mais on oublie que pour improviser, il faut énormément répéter. Oui, oui, Voilà. oui. Alors, vous avez déjà écrit que il n'y a pas une raison d'être indiscipliné, justement, ni soumis par devoir, c'est exactement ça, ni rebelle par principe, mais juste et inclassable, ce serait le fait de relier ce qui est habituellement dissocié, ce qui est historiquement désarticulé, ce qui est politiquement séparé. Mais pourquoi faire? Pour remembrer notre humanité. Remembrer notre humanité. Vous trouvez qu'elle est déchiquetée, disloquée, notre humanité aujourd'hui? Vous le voyez bien, par les guerres, il y a toujours eu des guerres. Le néolibéralisme. Il y a toujours eu des guerres atroces. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que les technologies, est-ce qu'on... Le néolibéralisme, cette accélération du temps social par la technologie, cette disruption que nous vivons au quotidien, cette frénésie à la consommation qui est produite par les algorithmes et par la mathématisation du monde, tout ça, c'est quelque chose que produit l'hubris. Oui. Ça veut dire cette démesure produite par le pouvoir. Cette démesure produite par le pouvoir, elle nous déshumanise de plus en plus. Donc il faut avoir une capacité, une sorte de lucidité face à cela, et donc ne pas se laisser entraîner par le flux. Oui. Est-ce qu'on peut voir au fur et à mesure les couvertures des romans et des essais? On ne va pas parler de tout ce que vous avez publié, mais au moins voir les couvertures, parce qu'il y en a beaucoup qu'on n'a pas encore vu. Justement, il faut faire, ça c'est 180 degrés, le théâtre, il faut faire de la résistance pour ne pas se laisser emporter. Et comment justement les intellectuels, les chercheurs, les artistes peuvent-ils aujourd'hui faire lien avec l'immensité, avec les gens à l'ère justement des dictats du marketing, des circuits de mode, des étiquettes, et de toutes les représentations vendables, et des followers. C'est très dur, on a l'impression que c'est David contre Goliath. Sauf que là, c'est... Oui. Je pense qu'il faut savoir se préserver. Il faut savoir, et il faut avoir une conscience des choses. Je pense qu'il faut savoir où est l'essentiel pour soi. C'est ça le plus important. Et donc ça demande, je le redis, ça demande un vrai travail sur soi, ça demande d'être bien entouré, ça demande beaucoup de bienveillance et en même temps d'esprit critique, les deux à la fois. Oui. Alors on entend beaucoup, dernièrement, parler au Maroc de la culture comme levier de développement, comme l'économie culturelle. Vous avez d'ailleurs été associé à une étude du CESE sur justement... Non, d'Economia, de notre centre de recherche. Oui, d'Economia, excusez-moi, parce que le CESE aussi, on fait une étude sur la culture comme levier pour le développement économique. Est-ce que vous trouvez qu'il y a des études qui sont faites, mais est-ce qu'il y a du concret? Est-ce qu'on va dans le bon sens? Déjà, parce que commencer par l'école, il y a un problème, parce que ça commence tout petit, tout ça. À l'école. Oui, tout à fait. Alors peut-être puisque nous sommes en train de parler de manière concrète de parcours, il se trouve que depuis 1 an et demi, je travaille avec ma collègue Danielle Payet de l'AUF sur un programme de formation en management culturel.
Et là, il a été lancé. Il est lancé dans plusieurs villes et il s'appelle Thaqafiyat. Et le souci est cela. Le souci, c'est de former des managers culturels qui ne soient pas managers dans le sens uniquement marché, mais qui comprennent le territoire, qui comprennent les besoins au niveau de l'école, qui comprennent les besoins au niveau de l'écosystème dans lequel ils sont, pour pouvoir construire quelque chose. Et je pense qu'aujourd'hui, si au Maroc, nous ne prenons pas conscience de l'importance de la culture comme quelque chose qui nous donne de l'immunité. De l'immunité parce qu'il nous apprend à s'ouvrir, il nous apprend à comprendre, il nous apprend à nous remettre en cause. Si nous ne faisons pas cela, on risque très très vite d'être emporté par cette vague que produisent les technologies numériques. Oui. Et donc, ce sera trop tard. Alors justement, dans le cadre de cette résistance que vous menez, vous et d'autres chercheurs intellectuels, artistes, il y a des initiatives comme les rencontres d'Averroès que vous teniez, qui sont malheureusement qui n'existent plus. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais il n'y a pas que ça. Il y a les rendez-vous de la philosophie qui vont se tenir oui, en novembre. En novembre, justement. Et puis, il y a l'expérience, le projet Houdoud. De quoi s'agit-il exactement? Alors, Houdoud, vous savez, le terme, il vient de Fatima Mernissi. Fatima Mernissi, vous savez, nous avons fondé la chaire Fatima Mernissi et dans cette chaire, on essaie de prolonger les intuitions de Fatima. Et dans Rêve de femme et dans d'autres textes, Fatima parle des Houdoud. C'est quoi les Houdoud pour elle? Les Houdoud pour elle, dans le harem, c'était cet espace qu'elle voyait dans le ciel qui était délimité. Et donc, elle disait que seul l'imaginaire nous permet de dépasser les Houdoud. Et elle parlait aussi des Houdoud que le colonisateur avait mis sur le territoire. Elle parlait aussi des Houdoud que le patriarcat... Oui, les horizons. Les horizons, et le patriarcat qui avait mis la limite entre l'espace privé et l'espace public. Et nous, quand on a pensé à comment prolonger tout cela, on a pensé à ce qu'elle faisait quand elle sortait de l'université, à aller faire des ateliers d'écriture, inviter les artistes, etc. Et donc, on a créé un lien entre artistes et chercheurs pour voir comment chacun peut sortir de sa discipline, sortir des limites de sa discipline, pour pouvoir apprendre de l'autre et construire ensemble quelque chose. Et donc, le projet Houdoud, aujourd'hui, on en est à la 2e édition. C'est un projet qui permet soit à des artistes en dialogue avec des chercheurs de développer leurs projets, soit à des chercheurs en dialogue avec les artistes de trouver d'autres formes pour développer leurs recherches. Et donc, c'est quelque chose qui nous donne énormément de plaisir et qui crée des vocations. Et ça ne fait que commencer. Ça fait 4-5 ans que ça a commencé. On a fait plusieurs étapes et on va continuer. Alors, vous êtes actif au Maroc. Il y a vos pièces qui sont jouées en Europe ou ailleurs, mais au niveau continental aussi. Vous êtes présent parce que vous êtes membre du comité scientifique du CODESRIA. C'est la principale structure d'appui de la recherche et des sciences sociales en Afrique. Qu'est-ce qui se fait concrètement au niveau de ces structures pour le rayonnement de la culture en Afrique, au moment où on en parle beaucoup de ce dialogue sud-sud et de... Alors, CODESRIA, il faut rappeler qu'elle a été fondée par Samir Amin. C'est une structure très importante en Afrique. Elle est basée à Dakar. Et elle a pour vocation essentiellement de développer la recherche en sciences sociales dans l'Afrique, en lien entre l'Afrique et le monde, et donner de la visibilité à ce qui se fait en termes de recherche en sciences sociales. Et donc, aujourd'hui, il y a un bulletin, une revue, il y a des ateliers qui se font pour des doctorants qu'on forme. J'ai été moi-même formé des doctorants à Ouagadougou avec d'autres chercheurs. Donc, c'est un espace qui est extrêmement important, malheureusement très peu occupé par les chercheurs d'Afrique du Nord. On n'est que 2 actuellement, moi-même et Nasser Djabi d'Algérie. Mais je pense que c'est un espace fondamental pour que la compréhension de nos réalités africaines, au-delà de ce qui est
relayées par les médias, qu'on comprenne la complexité de nos sociétés, qu'on développe des manières de voir autrement nos réalités et qu'on ne soit pas uniquement dans l'importation des théories et qu'on puisse fonder nos théories pour pouvoir comprendre nos réalités. Et ça, c'est un grand enjeu. Oui. Avant de passer à la dernière rubrique qui est le chef-d'œuvre, je voudrais savoir, je sais que vous travaillez souvent sur plusieurs projets à la fois, sur quoi vous travaillez actuellement et où est-ce que et quand on peut aller voir vos pièces en représentation. D'abord, sur quoi vous travaillez actuellement? Je travaille beaucoup actuellement sur Thaqafiyat, donc qui est le projet de management culturel. Donc, on a lancé Tanger, Agadir, Casa, là, le 1er avril. Donc, on est très heureux parce qu'on a eu la chance. Donc, je rappelle que c'est un projet qui est avec l'AUF, l'Institut français, avec le ministère de la Culture, qui soutient le projet avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de conseil régional de Souss-Messa, etc. Beaucoup de partenaires ont soutenu ce projet. Et nous, à partir de la Fondation HEM, nous l'avons initié avec nos partenaires pour former des gens qui sont dans la culture, mais qu'on permet de monter en compétences pour devenir des managers culturels. D'accord. Donc là, c'est le projet qui prend le plus de temps actuellement, avec aussi un travail qu'on fait avec le groupe sur le décolonial en Afrique du Nord. On va avoir en mai un workshop avec des doctorants et des artistes. Vos pièces, où est-ce qu'on peut les voir? Parce que des fois, les jeunes, ils ne savent pas, il n'y a pas d'informations parfois. Non, ça va... Pas les jeunes, le public, de façon générale. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit les jeunes, parce que je me dis que les jeunes, principalement, doivent voir ça. La prochaine pièce, qui est une pièce coécrite avec Mohamed Boualla, est mise en scène par Iman Zrouali. C'est un monologue joué par Landry Héléré. Ça s'appelle Désir asymptomatique. Et ça va se jouer à l'Institut français le 20 et le 27 mai. Ah, Gérard Philippe, bien sûr. Oui, c'est une pièce sur le confinement et l'enfermement. D'accord. Alors, dernière rubrique, le chef-d'œuvre. On va découvrir le chef-d'œuvre que Driss Xiques a choisi. Chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre que vous avez choisi, Monsieur Xiques, est un livre de James Joyce, Portrait de l'artiste en jeune homme. Pourquoi ce livre en particulier, qui est largement autobiographique, mais pas que? Je pense que c'est l'un des... Il est classé parmi les meilleurs livres de ce siècle en langue anglaise. Oui, dans la littérature mondiale. Mondiale même. Moi, personnellement, ce roman, c'est ce qu'on appelle un roman d'initiation. Ça veut dire un roman qui, en même temps, effectivement, il y a des relents d'autobiographie, mais en même temps, c'est un roman qui nous a permis de comprendre comment un jeune Irlandais, dans un contexte conservateur, arrive à se libérer. Et je peux prendre le pendant, pour moi, un autre roman de Taïb Saleh, Mawsim al-Hijra al-Shamal, Saison de migration vers le Nord. C'est des romans qui te marquent parce qu'ils ont une puissance, d'abord, une puissance littéraire extraordinaire, parce qu'ils sont construits avec d'un niveau stylistique de manière extrêmement puissante, et en même temps, ils sont évocateurs de quelque chose de très universel à partir de quelque chose de très local. Et d'ailleurs, James Joyce disait toujours que l'universel se niche à Dublin. Il a fait tous ses livres sur Dublin. Et l'idée même qu'on peut construire l'universel à partir du local, c'est exactement ce qu'a fait Najib Mahfoud, ce qu'a fait Paul Auster à New York, etc. Oui. Ce rapport avec une ville, avec une ambiance, avec une école, avec une institutrice, avec la famille, avec le prêtre, tout cela. Et à partir de là, comment l'être s'émancipe, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur. Il est un peu autobiographique, il y a beaucoup de monologues dans le livre aussi. Voilà, c'est un conseil de lecture. S'il y a un livre à lire, pour ceux qui ne l'ont pas lu, il faut lire ce livre de James Joyce,
A Portrait of the Artist as a Young Man, qui est magnifique. C'est un chef-d'œuvre de la littérature mondiale. Monsieur Xikes, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle le rendez-vous de votre pièce. Ça va être au mois de mai. Oui, pièce avec Mohamed Boualla, Avec mise en Mohamed scène Boualla. par Ilman Zrouali, le 20 et le 27 mai à la salle Gérard Philippe. 20 et 27 mai à la salle Gérard Philippe. Allez voir du théâtre, du beau théâtre et du cinéma aussi. Et puis Élysée. Merci, Idriss Xikes, d'avoir été avec nous. Merci. À très bientôt, j'espère. Madame, monsieur, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ensuite, des programmes sur Médien TV. À la semaine prochaine.